chaque ethnie sur Terre, les rouges, les jaunes, les noirs, les blancs, ont des caractéristiques principales, quoi. Et que ça fait partie intrinsèquement de nous, hein. Le blanc est, entre guillemets, et ce modèle qu'il tend à répandre, hein, plus ou moins par la force, est un système de prédation où l'ego a peur, très peur, et notamment parce qu'il est régi par le mental. Et le blanc, il est très fort avec le mental. Donc voilà, c'est en même temps notre avantage et en même temps notre inconvénient. Toujours pareil, hein, le mental est un outil formidable. Il nous permet vraiment de réaliser, bah, ouais, d'avoir notre confort aujourd'hui, c'est grâce au mental. Et l'homme blanc est doué par rapport à ça. Mais en même temps, si ce mental est régi par la peur, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, bah, tu es prêt à tuer père et mère pour être en mode survie, quoi. Comment ça va? Bah écoute, super. Quel temps vous avez par chez vous? Euh, un temps météorologique ou un temps... Oui, les deux, si tu veux. il fait beau là aujourd'hui. Il pleut un petit peu tous les jours, mais il fait quand même beau là. D'accord, bon, c'est cool. Et alors, le climat social? Le climat social, on est quand même chanceux en Guadeloupe de ne pas être confiné, de ne pas avoir de couvre-feu. D'accord. Et toi, comment tu vas? Moi, ça va aussi. Je me sens chanceux d'être sur une île où on n'est pas confiné par rapport au reste de la France. Et chanceux de pouvoir interviewer l'intervieweur. Ça, c'était... Moi, j'avais choisi un thème quand même à aborder avec toi, c'était accéder à son intuition. Hmm. Puisque tu avais fait une jolie conférence là-dessus, de vivre avec fluidité et de vivre en suivant son intuition. Donc, j'aurais voulu échanger avec toi là-dessus. Ouais. Et je voulais commencer déjà par te remercier pour tout ton boulot à la radio là, pendant des années, qui a permis, à mon avis, hein, de faire tremplin pour des Christophe Alain, des Franck Lobvet, des Jade Allègre, qui a d'ailleurs participé aussi. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis chanceux d'interviewer l'intervieweur. Et Bah écoute, content que ça te serve, hein, parce que bon, on sème des graines au vent, et puis après, ce que les gens en font, je sais chacun pas, en hein. fait ce qu'il veut. Exactement. Et toi, comment ça va et comment tu vis en fait la situation depuis l'année dernière? Bah écoute, je suis chanceux aussi, dans le sens où moi, 2020, ça a été une année super. Mm. Pas de problème, être chez soi. J'ai même ma femme qui a arrêté de travailler, qui a été licenciée, mais bon, c'était voilà, retrouvée à la maison, donc tous les deux, donc c'était super. Euh, L'inconvénient, c'est qu'elle avait aux alentours de 3 heures de transport dans la journée, hein, confondue, pour aller sur Paris, bosser, revenir, etc. Donc là, fini la fatigue, profiter de soi. Enfin voilà, Et vu que j'étais déjà confiné depuis 6 ans, bon, bah, si tu veux, cool, il y a du monde à la maison, tu vois, c'est un peu ça. Voilà, donc ça m'a donné l'occasion aussi d'arrêter dans une course effrénée à essayer de trouver du contenu, etc. Enfin, ça m'a permis de me poser un peu. À un moment donné, j'ai fait une pause, le premier confinement, mars, avril. J'étais content, quoi. J'ai pu me mettre, puisque vraiment tout était fermé et je recevais les invités en présentiel, donc là, c'était plus possible. Donc, en fait, j'en ai profité pour m'amuser, pour jouer à la console, regarder des films, des séries. Et puis, petit à petit, venu, ça a germé, dire, bon, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire différemment, pour créer des trucs, d'autres émissions. Et puis là où j'ai écrit Fenêtre sûre. Mm. Et puis voilà, quoi, commencer à penser à faire différemment. Donc, ça a été cool, quoi. Franchement, non, après l'été, parti un petit peu. Et l'occasion du fait de ma compagne, que cette dernière puisse être libre, bah, voilà, on a prévu de déménager. Alors après, est-ce que ça se fera? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on y met l'énergie pour que ça se fasse. Donc, peut-être un déménagement prévu normalement si tout se passe bien au mois de juin. Mais bon, au regard de ce qui se passe en ce moment, avec beaucoup d'indices, que ce soit d'un point de vue économique ou beaucoup de PDG qui quittent leur poste de responsabilité,
un peu comme Bill Gates avec Microsoft, si tu veux, hein. Mm. Donc ça, pour moi, ça fait écho au grand reset. Et d'après ce que nous disent les humains, hein, l'affaire, le dossier Humo, là, dont j'ai livré une mission vendredi dernier, enfin c'était hier donc, c'est dernier carat, c'est avril 2021. Donc autant dire que s'il y a un crash avec le grand reset, si les Humo ne sont pas revenus sur leurs pronostics, leurs statistiques, c'est pour demain, quoi, grosso Mm. modo. Donc on verra, je ne suis même pas sûr qu'on bouge, qu'on déménage, tu vois, et puis l'argent qu'on a de côté, si ça se trouve, on va se retrouver les poches totalement vides. Donc ça va être, voilà, on verra. Écoute, on fait l'instant présent, toujours pareil, et puis Vous vouliez on voit ce bouger qui se vers passe. où? Dans le Gard, à Alès, donc à 1 heure de Montpellier, 1 heure d'Avignon, une demi-heure de Nîmes, et c'est au pied des Cévennes. Donc la nature, proche de la Méditerranée. Voilà, c'est un peu dans les terres, et en même temps, on n'est pas au bord de la côte, et c'est encore assez préservé. Donc dans l'idéal, ça serait là. Maintenant, encore une fois, on ne sait pas, on verra. C'est marrant, la semaine dernière, j'ai interviewé Julien Perron, qui est dans les Cévennes aussi. C'est Et qu'est-ce marrant. qu'il fait, Julien? Julien, c'est un réalisateur de films. Il a fait C'est quoi le bonheur pour vous? Donc, il a interviewé des milliers de personnes en posant la question, c'est quoi Alors, le ça a bonheur pour coupé. vous? Est-ce que tu m'entends là? Allô, allô? Alors, allô, ouais, ça avait coupé. Donc, tu me Ouais. disais, c'est un réalisateur? C'est un réalisateur de documentaires qui a fait 2 documentaires intéressants. C'est quoi le bonheur pour vous? Que tu peux trouver sur YouTube. Donc, il a interviewé des milliers de personnes en leur posant la question, bah, c'est quoi le bonheur pour vous? Et innovation en matière d'éducation, donc l'école de la vie. Et donc, il raconte un peu son parcours, lui, d'éducation, un peu l'éducation classique, scolaire, un peu chaotique, en tant qu'enfant dyslexique, et comment il a trouvé, il a cherché, il a trouvé des moyens pour s'éduquer différemment. Quelqu'un qui n'a pas le bac et qui s'est éduqué différemment et qui réussit très bien sa vie aujourd'hui. Ouais, autodidacte. Mm. Je ferme un peu ma fenêtre. Pour avoir moins de... Devant dans le micro. Et moi, la première question que j'ai pour toi, c'est quoi ta définition de l'intuition? L'intuition, déjà, pour moi, ne peut apparaître que quand on fait taire son mental. Mm. L'intuition ne vient pas parce qu'on recherche un éclair de génie. Et bon, alors, c'est le genre de thèmes que j'aborde dans certaines vidéos où j'ai fait en solo. Tu sais, avant, dans le passé, on disait cet homme a du génie. Mm. Les Einstein et autres, voilà, il a du génie. Mais maintenant, à notre époque, on dit cet homme est un génie. Mm. Tu vois la différence, la nuance. Mm. Et quand on parle des anges qui nous soufflent à notre oreille, notre intuition, bah, ange, hein, la langue des oiseaux, c'est enjeu en soi. Mm. En l'occurrence, il y a cette idée que, d'ailleurs, alors, entre autres Einstein, parce qu'il était, on va dire, même s'il était opposé à l'idée de Dieu au début de sa vie, à la fin de sa vie, voilà, l'idée qui se faisait de Dieu ou de la transcendance n'avait plus rien à voir. Et on peut constater que toutes les grandes idées qui ont été inventées par nos artistes, nos scientifiques, ou monsieur et même tout le monde, hein, les grandes idées qu'on peut avoir, elles arrivent, entre guillemets, tombées du ciel. Et de prime abord, on ne les recherche pas. Mm. C'est des choses qui nous tombent dessus. Il y a, je crois que c'est Sartre qui mentionnait le fait que les plus grandes idées arrivent en marchant, Mm. par exemple. Donc, dans l'idée d'avoir le génie de la lampe qui vient nous susurrer à l'oreille des éclairs de génie, justement, c'est parce on les recherche pas. En fait, ce qu'on peut faire, c'est, à mon sens, poser une intention. Et le fait de poser cette intention, c'est comme un appel à l'invisible, ou à notre âme, ou à Dieu, ou que sais-je. Et qu'à un moment donné, il faut faire silence pour recevoir le message. Parce que le truc, c'est que la plupart du temps, si on cherche un problème, une solution avec notre tête, on va chercher dans les limites du cadre de nos connaissances. Donc,
Et Einstein, encore lui, disait on ne peut pas résoudre un problème avec l'état d'esprit qui a créé ou généré le problème. Donc, ça implique derrière que si tu veux avoir une solution à une problématique, faut faire silence, il faut être dans cet état peut-être d'esprit de se dire, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et d'être ouvert à ce qui pourrait être ce qui sort de l'ordinaire pour soi. Parce que pour les autres, c'est peut-être acquis ou su, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour soi, ouais, ça implique de dire, voilà, le champ des possibles, je reste ouvert au champ des possibles. Et le fait de rester ouvert à ce champ des possibles, en ayant posé cette intention au préalable, fait que, sans y prêter garde, ça peut être, je sais pas, tu es dans ton canapé, tu te lèves et puis d'un seul coup, pouf, ça te tombe dessus. Bref, tu n'y penses pas, tu ne recherches pas le truc, ça te tombe dessus. Donc pour moi, ça serait ça déjà l'intuition. Donc ça implique déjà de faire silence en soi. Maintenant, on peut, l'intuition, c'est un mot qu'on donne pour... c'est un peu comme les synchronicités, si tu veux. C'est quelque chose d'épisodique. Alors, quand on parle des synchronicités, ça fait écho au chaos, au kairos plutôt, pas au chaos, au kairos. Donc, c'est ce temps chez les Grecs qui est le moment opportun. Ça n'a rien à voir avec chronos, le temps linéaire. Kairos, ça implique donc que ça soit un moment. Donc, quand on parle de l'intuition, on pense que l'intuition, c'est à certains moments et pas à d'autres. Maintenant, quand on lit certaines traditions ou de ce qu'on peut imaginer de ce qu'est un être éveillé, etc., en fait, c'est d'être d'instant en instant dans l'instant présent. Et donc, les synchronicités dans ce moment perpétuel, éternel de l'instant présent, les synchronicités, c'est tout le temps. Et au même titre que les intuitions, c'est tout le temps parce que tu es perpétuellement connecté à ton esprit, ton âme, ton soi, on l'appelle comme on veut, à Dieu ou que sais-je, quoi. Donc, à partir de là, l'intuition se change, j'allais dire, dans une sorte d'état d'être. C'est plus quelque chose d'épisodique. Et il y a des moyens, entre guillemets, mais si pas tant des moyens pour être dans cet instant présent. Il s'agit d'un état d'être. Donc, il n'y a pas de moyens pour y parvenir à proprement parler. C'est comme d'observer un coucher de soleil. Dans le coucher de soleil, quand on l'observe, on est en contemplation. Et contemplation, ça veut dire qu'on est avec son temple intérieur. C'est ça que ça sous-entend. Donc, son temple intérieur, c'est ce moment présent, le présent qui est un cadeau. Donc, on est ébahi, on est en connexion avec son divin et le soleil n'est plus séparé de moi, je suis le soleil. D'être dans cette attention, dans ce moment présent, quand on est dans cette attention à l'instant présent, il y a une sorte de dissociation qui se fait. Et quand je dis dissociation, ce n'est pas tout à fait le terme, c'est pour dire que la personnalité, notre personnalité égotique disparaît. Et que notre personnalité égotique ne peut exister que dans l'idée qu'elle se fait d'elle-même, à savoir, j'existe en rapport à quelque chose, qu'il y ait soit au futur, soit au passé. Mais l'ego, la personnalité, ne peut pas exister dans l'instant présent. Et pour elle, c'est la panique totale, parce qu'elle n'existe pas. Et d'ailleurs, une personnalité égotique, notre personne, personne, c'est personne. Donc moi, j'adore ce film « Mon nom est personne » avec Terence Hill et Henry Fonda, qui est exceptionnel, ce film, quoi. Et effectivement, personae, en grec, la personnalité, la personae, c'était le masque. Donc, le masque est gothique, effectivement. Donc, la personnalité, entre guillemets, ou l'idée qu'on se fait de nous-mêmes est un frein. Donc, avec toutes les idées que je suis un homme, je suis une femme, je suis un père, une mère, un ami, un parent, un collègue, un patron, et je suis toutes les idéologies qui vont avec. Je suis de telle couleur politique, enfin voilà, toutes les images qu'on se fait de soi-même. Donc, balayons ça, et on le fait régulièrement, puisque c'est la base de l'hypnose. C'est-à-dire que l'hypnose et l'état de transe qui est associé à l'état d'hypnose,
c'est justement de se connecter à cet instant présent où se dissolve la personnalité égotique. Est-ce que dans l'évolution de l'humanité actuelle, que les gens ne se veulent plus s'identifier à un genre sexuel, par exemple, se dire non-binaire, se dire ci, se dire ça, est-ce que ça traduit cette envie à l'échelle planétaire de ne plus s'identifier à l'ego? Alors, oui et non. On peut dire que ça fait partie du chemin de l'évolution de la conscience, donc à un certain niveau, oui. Mais pour moi, non, parce que la personne, ou certaines personnes, parce que c'est toujours pareil, en fait, ce qui compte, c'est pas tant l'aspect extérieur que ça revêt, ce dont tu me parles, c'est la posture intérieure. C'est pour ça que j'avais interviewé Christelle Seval, qui est transgenre, hein, qui a changé de sexe. Donc ça, c'est ce que je pourrais qualifier d'être dans sa... être le plus possible en connexion avec qui je suis, qui revêt un caractère, entre guillemets, ou une énergie, une vibration, on va dire, qui est plus féminine que masculine, par exemple, pour reprendre l'exemple de Christelle Seval. Ou alors, on a des gens que j'ai pu voir sur des plateaux de télé, un homme qui est là, qui dit « Je ne suis pas un homme ». Mais en fait, la personne en question, il est attaché à l'idée qu'elle se fait d'elle-même, à savoir « Je ne suis pas un homme ». Et qui va défendre bec et ongle le fait qu'il n'est pas un homme, alors qu'il l'est physiquement. Donc, en fait, on voit qu'il y a un attachement à vouloir ne pas être une casquette et un attachement à vouloir être une autre casquette. Donc, on en revient toujours à l'ego dans ce cas-là. Et convaincre l'autre de se justifier que c'est comme ça maintenant, alors que si tu es en paix avec ce que tu fais, tu n'as pas besoin de le prouver à qui que ce soit. Exactement. Ouais, l'ego a toujours envie de se défendre, hein, de défendre qui il est, parce qu'il n'existe qu'à travers... c'est un système de défense, hein, c'est ce qui nous permet de nous sentir séparés des autres, de notre individualité. Je ne suis pas à la table, je ne suis pas maman, je ne suis pas papa, etc. Tout ce qu'on veut, hein, bref. Donc l'ego a son sens. C'est ce qui nous permet de nous sentir, on va dire, dans le jeu de la séparation. Est-ce que dans les philosophies orientales où il y a cet appel à revenir au tout et à se sentir, comme tu disais tout à l'heure, connecté au soleil, connecté à tout, est-ce que c'est finalement l'aventure humaine? Est-ce que c'est ça quand même, de revenir au tout, ou c'est de faire cette expérience un peu égocentrique d'expérimenter le soi? Alors, c'est les deux. C'est les deux, c'est-à-dire que Dieu, la source, a pour souhait, désir de pouvoir s'expérimenter à travers différentes facettes. Donc, il va se subdiviser à travers des âmes, ce qu'on pourrait appeler des monades, et puis ces dernières vont se subdiviser à elles-mêmes pour expérimenter dans différents espaces-temps différentes expériences, hommes, femmes, dans le futur, dans le passé. Donc, moi, toi, on est une expérience de notre âme. Elle en a d'autres. Bon. Et tout ça nourrit Dieu. Alors déjà, on va dire l'esprit collectif de la Terre, parce que c'est des poupées russes. Hein. Et puis après, l'esprit collectif de peut-être système solaire, la galaxie, Dieu, Parasus, enfin le tout. Quoi. Bref. Donc, on peut dire déjà qu'il n'y a rien qui est recherché si ce n'est d'expérimenter tout, juste pour le plaisir d'expérimenter. C'est-à-dire que la conversation avec Dieu, Neil Donald Walsh, je suis cette petite flamme je suis grande, je suis belle, je suis lumineuse, je le sais, mais j'en fais pas l'expérience, donc je n'en ai pas la connaissance. Donc c'est que à travers la matière que je peux en faire l'expérience, l'éprouver. Donc pour l'éprouver, à savoir à quel point je suis grand, il me faut quelque chose en face de moi qui ne l'est pas pour que je puisse comprendre dans l'expérience que ça implique que d'être grand, beau, etc. Bon, ça c'est le premier niveau. Et puis, de l'autre, il y a effectivement, dans notre matière, là où on regarde, nous, par exemple, l'évolution de la Terre, il y a une évolution qui se fait, qui a été peut-être en dents de scie, une onde sinusoïdale, exemple. On peut penser peut-être que l'humanité, à certains moments, a été très évoluée à travers l'Atlantide, la Lémurie, qu'elle avait une certaine conscience, pouvait communiquer peut-être avec des animaux, enfin voilà, ça peut être un exemple. Puis il y a eu une chute de la conscience.
qui a été faite. Et puis à nouveau, une évolution qui est en train de se faire à l'heure actuelle. Donc, il y a eu des précurseurs au siècle dernier, et puis enfin, depuis des millénaires. Puis petit à petit, il y a une évolution de la conscience qui se fait dans le genre humain, qui, entre guillemets, petit à petit remonte vers le tout. Mais en final, quand on a une vision, entre guillemets, globale, il n'y a pas réellement de mouvement, si tu veux, de la conscience. Il y en a un quand on se place à notre niveau, on va dire, entre guillemets, tridimensionnel. Mais c'est un jeu. Donc, au final, c'est le jeu où on fait semblant d'avoir perdu qui nous sommes pour pouvoir le retrouver. Et c'est infini, quoi. Une fois qu'on arrive au sommet de la montagne, bah tiens, hein, ok, c'est sympa, mais on va redescendre maintenant. Hein. Donc, c'est au même titre que la question du pourquoi, c'est pourquoi est-ce qu'on va dans les fêtes foraines? Pourquoi est-ce qu'on fait des jeux? Pourquoi on s'amuse? Il n'y aura aucun intérêt, c'est que des jeux. Et pourtant, l'être humain adore jouer, que ce soit au football, jeu d'échecs, voilà, ping-pong, j'en sais rien. Tu vois, il n'y a pas de raison à l'amusement. C'est faire les choses pour rien. Sauf que dans le jeu, entre guillemets, qu'on est en train de jouer, l'être humain se prend trop au sérieux. Et en même temps, on peut, tu vois, être pris dans le jeu au point d'avoir à défendre l'ego, bec et ongle, ma position, ce que je pense, qui je suis, ce en quoi je crois, etc. Et pourquoi pas, en fait, il n'y a pas de règle. Et dans cette histoire, chacun est là où il en est et fait ce qui lui semble bon et juste. Certains souffrent, entre guillemets, ont mal et sont quelque part heureux avec ça. Et puis, à un moment donné, de toute façon, l'être humain, il a toujours des seuils, hein, c'est des vases communicants. Donc, on change continuellement de croyances. Les croyances qu'on avait enfant ne sont pas celles qu'on avait ado, et puis adulte, etc. Le truc, c'est que quand on acquiert une croyance, de prime abord, c'est parce que cette croyance nous est bénéfique. Elle nous sert. Donc, on va se l'accaparer. Et puis, au fur et à mesure de notre évolution de conscience, à un moment donné, on va avoir des démangeaisons vis-à-vis de cette croyance. C'est-à-dire, finalement, elle ne me sert pas trop. Elle m'est alors, peut-être pas néfaste dans un premier temps, mais elle me gêne un peu. Mais j'ai plus d'avantages que d'inconvénients. Donc, je la garde quand même. Et puis, à un moment donné, toujours pareil, hein, l'évolution faisant que ça devient de plus en plus... il y a de plus en plus de friction avec cette croyance. Et en fait, plus on est en résistance vis-à-vis de vouloir garder cette croyance, et plus on va se prendre des murs dans la gueule. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on décide de grandir. C'est l'initiation. Est-ce qu'on accepte l'initiation, de dire, bon, ok, je lâche l'ancien pour accueillir le nouveau? Et c'est cette image que je suis en train de donner, exactement la même de celle du fœtus dans l'enfant, dans la matrice de la mère. C'est-à-dire qu'au début, le fœtus, dans le ventre de la mère, il est content, il peut bouger les bras, il y a de l'espace, c'est génial, etc. Tu vois. Et puis, il va grandir au fil des mois, il est nourri, logé, besoin de rien, il est en connexion directe avec la mère, il a les battements du cœur, il est dans cette osmose. Et puis, à un moment donné, putain, c'est restreint ici, ça craint, quoi. Je sens que, entre guillemets, mon environnement est de plus en plus étroit. Mais ce n'est pas l'environnement qui est étroit. C'est le bébé qui grandit. Et on pourrait faire cette comparaison, cette analogie avec la conscience qui grandit. Et donc, les parois, entre guillemets, on a le sentiment qu'elles viennent à nous, mais ce n'est pas elles qui viennent à nous. Ce n'est pas les parois qui viennent à nous. C'est nous, de par notre évolution, qui, à un moment donné, putain, c'est pas agréable ici. Et on peut se dire, dans quelle mesure est-ce que l'enfant que nous sommes, dans ces stades d'évolution de conscience, on va accepter de mettre la tête en bas et puis de s'ouvrir au nouveau? Et la problématique ou le paradoxe chez l'être humain, c'est qu'on a soif du nouveau. C'est pour ça qu'on va sur la Lune, qu'on va explorer des endroits inaccessibles, qu'on fait des trucs de fou, alors que paradoxalement, on a peur de l'inconnu. On est tiraillé entre ces forces de vie, d'entropie, et qui se déchirent, s'affrontent, etc. Donc, le but du jeu pour l'être humain, ça serait d'accepter le flux. Et le flux n'est pas quelque chose de linéaire, quoi. C'est comme une onde sinusoïdale. Ou on peut faire comme ça, tu vois. C'est comme la marche. C'est-à-dire, si on veut se mettre en mouvement, marcher implique un déséquilibre pour trouver un équilibre.
mais un équilibre qui va amener un déséquilibre, et ainsi de suite. Et c'est comme de respirer, inspire, expire. Je veux dire, voilà, on a toujours ces deux polarités, quoi. Donc, plus on comprend que la vie est faite de ces deux mouvements-là, et que finalement, c'est normal d'avoir peur de l'inconnu, mais en même temps, c'est normal de vouloir aller au-delà de cet inconnu. Donc, soit on se fait effectivement confiance dans le fait que la vie nous vaut que du bien dans cette histoire. Et puisque tu parlais de l'intuition tout à l'heure, c'est comme de marcher. C'est-à-dire que quand on marche, je vais aller au sommet de la montagne. Bon, je suis en bas de la montagne. Je dis, j'ai envie d'y aller. OK. Et la problématique de l'être humain, c'est qu'il a envie d'être rassuré. L'ego a envie d'être rassuré, mode survie. Dire, OK, alors de quoi j'ai besoin pour aller au sommet de la montagne? Alors, je peux réfléchir à ça, mais de toute façon, il va me manquer des éléments. Parce qu'il y a toujours de l'imprévu sur le chemin. Donc, celui qui veut se verrouiller pour être certain qu'arrive au sommet avec tout ce qu'il a dans son sac, en fait, il y a chez les pèlerins, hein, Mont-Saint-Michel, Saint-Jacques-de-Compostelle, on dit que le sac, c'est le poids de tes peurs. Qu'est-ce qui est important pour toi que tu vas mettre dans ton sac? Plus le sac est lourd, plus tu as des peurs, quoi. Ben ouais. Donc, le truc, c'est que je peux prévoir dans une certaine mesure. Le mental, donc, qui est lié à l'ego, sert à ça. Je peux prévoir certaines choses. Et notamment, avoir une bonne condition physique, des bonnes chaussures de marche. Qu'est-ce qui est important? Tu te rappelles, hein, tu as dû voir ça sur Internet, ce grand bocal dans lequel on va mettre tantôt des grosses pierres, des cailloux, du sable et de l'eau. Tu vois. Bref, il y a un ordre de priorité. Et pour comprendre cet ordre de priorité, il ne faut pas que ça soit soumis à la peur, au pathos. Parce que là, on va faire sans dessus-dessous et la peur ne préserve pas du danger. Hein. Donc, il y a un ordre de priorité, sachant que cet ordre de priorité, si on le fait bien, on va dire, se prémunir le mieux possible par rapport à ce qu'on va rencontrer sur le chemin. Mais quand on se met en route, on va rencontrer des imprévus. C'est certain. Et notamment, moins, entre guillemets, je vais être dans la réflexion, la peur, etc. Et plus je vais être dans l'instant présent, et plus je vais faire ce qui est juste. Et ce qui est juste, et on l'a tous fait, quand on se met à faire du trekking, qu'on marche ou quoi que ce soit, des sports un petit peu, pas dangereux, mais qui demandent un peu d'attention, justement. C'est-à-dire que chacun peut faire de l'escalade. Et la meilleure manière pour pouvoir monter au sommet lorsque tu fais de l'escalade d'une paroi rocheuse, bah, c'est être dans l'instant présent. Parce que instinctivement, tu vas te connecter à où est-ce qu'il faut que tu mettes ta main, ton pied, etc. Mais s'il s'agit de la marche, c'est pareil. C'est-à-dire que quand je marche dans l'instant présent, je ne vais pas réfléchir en me disant, tiens, là, il y a une crevasse, tiens, là, il y a un trou, ou il y a une racine, ou il y a une pierre, il faut que je fasse ci, faut que je... Non, ça se fait tout seul. Parce que ton intention et ton attention étant tellement focalisées sur l'instant présent que ton corps, qui lui a sa propre mémoire, fait ce qu'il a à faire sans que tu y penses. Là, on parle directement d'être lié à l'intuition, tu vois. Tu ne réfléchis pas à ce que tu as à faire. Un autre exemple qui est super, je trouve, que j'utilise souvent, c'est tu dois te rendre en plein hiver, il neige, de nuit, et tu dois te rendre chez des amis pour aller fêter le Nouvel An. Tu ne connais pas la route, si ce n'est sur le plan, où tu peux mettre le GPS, mais bon, admettons qu'on ne connaisse pas le GPS, qui nous dessine la route exacte. Donc, tu as le plan, tu sais par où ou quelle route tu dois emprunter, mais tu ne connais pas la route, tu ne l'as jamais empruntée. Donc, imagine bien, et on l'a tous plus ou moins connu, tu es derrière ton volant, il fait nuit, et putain, ça neige à fond la caisse, quoi. Donc, tu as tes phares, et la seule manière que tu as d'arriver en vie chez tes amis, c'est d'être hyper vigilant sur ce que tu vois d'instant en instant. De ne pas être trop braqué sur le volant, parce que si tu te braques trop, tu vas déraper et tu vas finir dans le fossé. Donc, il faut que tu ressentes la voiture, donc le corps, et que tu vois vraiment d'instant en instant si la bagnole, elle n'est pas en train de se barrer. Tu vois, mais il ne faut pas que tu serres trop le volant, sinon tu vas te crisper, ça ne va pas le faire. Et en même temps, ta vue, elle est vraiment orientée de façon à ce que tu vois, entre guillemets, bah, ce qu'il y a d'instant en instant. C'est-à-dire que quand tu vas voir à un moment donné que la route, elle tourne, bah, tu vas tourner en fonction, tu vois, tout simplement. Donc, c'est vraiment cette connexion à l'instant présent qui va nous faire, entre guillemets, faire les bons choix. Mais ça implique que la peur, elle doit être raisonnée.
Avoir peur, c'est normal, c'est nécessaire. Tu vois, elle nous prévient d'un danger. Sauf qu'elle ne doit pas prévaloir sur la raison. C'est toujours raison garder, hein, garder son sang-froid. Je veux dire, si tout ce qu'on fait à l'heure actuelle au regard du Covid, de la crise économique, etc., on le fait parce qu'on a peur, ça, on va se planter, c'est certain. Si on veut acheter une maison parce qu'on dira, tiens, je vais réfugier, etc., avec la peur au ventre, faut que j'évite, ça va merder. Par contre, vouloir déménager parce que tu as pris toutes les mesures économiques, politiques, etc., et tu dis, bon, là, mieux vaut déménager tranquillement. Et puis, de toute façon, ne pas avoir quelque part peur de mourir. Parce qu'on peut mourir en traversant la route. Quoi. Je veux dire, tout peut arriver du jour au lendemain. Ouais. J'ai une amie, quand j'étais ado, elle était sur son vélo et elle était sur la nationale. Et puis, elle a pris une branche qui dessert sur une autre voie, quoi. Bref. Il y a une voiture qui a tapé dans sa roue arrière. Elle est passée sous la bagnole. Ouf. Elle est ressortie, bon, quelques petites égratignures, mais rien. Le vélo était détruit, quoi, mais elle, rien. Et quand tu vois sur Internet des accidents de voiture, etc., tu vois des trucs de dingue, quoi. Et les gens qui en ressortent, ils n'ont pas une égratignure. Enfin, voilà. Pour moi, personnellement, je veux dire, notre heure, c'est écrit déjà. Tu peux faire tout ce que tu veux. Hein. C'est pour ça que les Vikings, ils n'avaient pas peur. Parce qu'ils savaient que s'ils devaient mourir au combat, ils mourraient au combat. Et s'ils ne devaient pas mourir, ils ne mourraient pas. Donc, à quoi ça sert d'avoir peur? Tu peux avoir peur, entre guillemets, comme étant attention, prudence. Mais de là à ce que ça t'envahisse, ça n'a aucun sens. Pourquoi on a tant ce besoin en Occident alors de prouver, de vérifier, de planifier, de vouloir tout contrôler? Moi, je pense que c'est partie de notre nature entre guillemets, d'occidental, quoi. Chaque, on va dire, ethnie sur Terre, les rouges, les jaunes, les noirs, les blancs, ont une caractéristique, des caractéristiques principales, quoi. Et que ça fait partie intrinsèquement de nous, hein, le blanc et entre guillemets, et ce modèle qu'il tend à répandre, hein, plus ou moins par la force, est un système de prédation où l'ego a peur, très peur, et notamment parce qu'il est régi par le mental. Et le blanc, il est très fort avec le mental. Donc voilà, c'est en même temps notre avantage et en même temps notre inconvénient. Toujours pareil, hein, le mental est un outil formidable. Il nous permet vraiment de réaliser, bah, ouais, d'avoir notre confort aujourd'hui, c'est grâce au mental. Et l'homme blanc est doué par rapport à ça. Mais en même temps, si ce mental est régi par la peur, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, bah, tu es prêt à tuer père et mère pour être en mode survie, quoi. Donc, je n'ai pas d'explication du pourquoi, du comment. Je ne peux que constater que le blanc a cette faculté-là. Et que c'est sa bénédiction, mais en même temps sa disgrâce. Donc il y a toujours à trouver un équilibre dans l'utilisation d'un outil, quoi. Une arme, quelle qu'elle soit, enfin je dis une arme, un marteau, ça sert à planter des clous. On peut être un génie du marteau, entre guillemets, dans le sens d'être vraiment très très bon dans l'utilisation de planter des clous avec le marteau. Mais avec un marteau, on peut fracasser des crânes, quoi. Voilà, donc ça reste des outils. Qu'est-ce qu'en fait l'être humain? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, l'homme blanc, il ne faut pas penser à faire une généralité en disant que voilà, la manière dont fonctionne aujourd'hui notre système en Occident, en tout cas, est régi par un tout petit groupe en haut de la pyramide qui sont des psychopathes et qui n'est pas du tout représentatif de l'ensemble des hommes blancs. Parce que finalement, qu'est-ce que veulent la plupart des gens? Vivre en paix, hein. Être tranquille, simple, la nature, se promener, profiter de ses enfants, de sa famille, des amis, boire des coups, faire des grillades au soleil ou s'amuser, quoi. Et bon, quelque part, en même temps, on est un peu comme des enfants. Et je pense que c'est valable que ce soit en Afrique, en Asie ou ailleurs. Quelque part, on a aussi, à travers ce modèle-là, que nous avons vendu, entre guillemets, le haut de la pyramide, on a été... on s'est dépossédé quelque part de certaines responsabilités qu'avaient nos aïeux.
de notre pouvoir intérieur, quoi, d'une certaine manière, mais on a gagné d'autres choses en même temps. Tu vois, c'est toujours pareil. On éprouve, on expérimente, donc il y a des avantages et des inconvénients. Est-ce que d'avoir accès à tout ce que tu sais aujourd'hui, est-ce que tu sens que ta vie est plus fluide, que tu t'en amuses plus, que tu as Ouais. plus de facilité à créer? À créer, je ne sais pas, mais en tout cas, je me crée moins de soucis. Mm. C'est-à-dire que là, ces 6 années, là, depuis que j'ai créé Immédiat, je suis passé par une sorte de dépression. Et chaque dépression est salutaire. Une dépression, encore une fois, un bébé, hein, quand il se retourne, il descend, c'est une dépression. Hein, c'est ça. Aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est, voilà, on parle les gens sont en dépression avec ce qui se passe. C'est salutaire. C'est-à-dire que c'est une initiation. On peut l'entendre aussi comme ça. On peut parler de la stratégie du choc de Naomi Klein, par exemple. Mais ça, c'est avec une couleur sombre. Mais on peut le voir aussi avec le côté lumineux, dire c'est une initiation. Tout dépend de comment on regarde la chose. Tu vois, c'est qu'un angle de vue. Pour ma part, je me prends moins la tête, ça c'est sûr. Parce que j'ai eu effectivement cette initiation. Et en fait, elle était nécessaire, cette initiation, il y a 7 ans de ça. En fait, quand j'ai quitté la radio parce que je voulais la quitter. Parce que j'avais le sentiment de faire le tour, etc. Et puis, je voulais me faire de l'éco-sociétalisme, ouvrir un restaurant, une crêperie en Normandie avec Bertrand Leroy, à Champ-Secret, etc. Et puis, ça ne s'est pas fait au dernier moment. Ouais, voilà, là aussi, la vie. Hein, bref. Et donc, voilà, j'avais plus envie de rien, en fait, suite à ça. Il y avait beaucoup de gens autour de moi. J'ai immédiat, c'est pas moi qui ai décidé, c'est des gens de mon entourage, des proches, plus ou moins, des amis, qui me disent allez, vas-y, fais ci, fais ça, etc. Et j'en avais pas envie. Et en même temps, je ne savais pas faire quoi d'autre. Je veux dire, j'avais beaucoup investi de temps et d'énergie pour prendre ce restaurant-là, que ça n'avait pas marché. Et puis, quelque part, ça ne me disait pas grand-chose de refaire des émissions, de relire des bouquins. J'avais plus trop de questions, en fait. Tu vois, j'avais étanché ma soif de questions. Donc, c'était quoi l'intérêt? Et donc, recréer, ouais, en l'occurrence, Immédiat, bon, bah, je l'ai fait, on va dire, sous une certaine forme de pression. Et j'en avais plus rien à foutre de rien. Ce qui me tenait, on va dire, en immersion, c'était ma femme et mon fils. Et que s'ils n'étaient pas là, franchement, je crois que je me serais laissé crever. Enfin, je dis ça avec le recul, mais bon, je pense pas que c'était mon devenir, tu vois. Mais voilà, il y avait vraiment ce sentiment, j'en ai plus rien à foutre de rien. Je peux crever demain, c'est quoi l'intérêt, quoi. Je comprends pas trop. Voilà. Et il fallait que je passe par là parce que ça m'a permis de lâcher des résistances que j'avais par rapport on pourrait peut-être dire l'estime que j'avais vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de faire les choses dans l'attente de quelque chose en retour, de faire des choses pour quelque chose. Or, Immédiat, je l'ai fait sans rien attendre en retour. De prime abord, ce n'était pas pour moi. Voilà. Il y a eu il y a un moment donné où ça, que ce soit Franck Lobvé, Christophe Alain ou Jean-Pierre Martinez, il y a un moment donné où on doit passer par la phase de faire les choses pour rien. Et tu sais, tout à l'heure, je te parlais du jeu. Et quand on joue, en fait, on joue, mais qu'importe le jeu, tu peux jouer pour gagner, au même titre que tu peux jouer juste pour t'amuser, sans avoir à vouloir gagner, juste pour participer, quoi. Et d'en arriver à tendre vers ça, si tu veux, de ne rien attendre de ce que tu es en train de faire, de ne rien t'attribuer d'une certaine manière. Enfin, il y a pas de ne pas mettre d'enjeu dans le jeu. Et pour moi, ça a été une phase importante, ce passage-là. Et donc, dès le moment où tu as ça, que tu passes par là et que tu comprends un petit peu la leçon et que tu l'intègres petit à petit parce que ça a été douloureux, bah, tu te laisses beaucoup plus facilement porter. C'est-à-dire qu'au début, quand j'étais à la radio, si tu veux, on me disait
voilà, tu as ça à faire, tu as ça à faire. J'avais des ordres, entre guillemets. Alors, j'avais une certaine liberté dans les ordres, tu vois, que j'avais à faire. Mais donc, je m'amusais. Et puis, j'avais des collègues, etc. Sauf que là, je me retrouvais tout seul à faire, entre guillemets, immédiat, avec des gens qui me conseillaient. Enfin, ça ne s'est pas fait tout seul. Toutes les émissions, les différentes chroniques, on a réfléchi, on était 3. Ça a mis 6 mois à se construire. 6 mois, ça a été long, ça a été posé sur le papier, etc. Tu vois. Et je veux dire, c'était dur pour mon entourage parce que j'y allais en freinant des cas de fer. Et c'est eux qui me poussaient, quoi. J'avançais, mais je n'avais pas envie, quoi. Hein. C'était galère. Hein. J'étais renfrogné, j'étais pas agréable. Hein. Et pourquoi est-ce que je disais ça sur le fait de ne pas, enfin, de lâcher ouais, le poids. Il y a un poids qui s'est enlevé, c'est de ouais, c'est ça. Je voulais vous venir. C'est-à-dire qu'au début, j'ai lancé Immédiat. Au début, j'étais un peu perdu dans le sens où il n'y avait plus personne qui me disait quoi faire. Donc, c'est moi qui me donnais des directives. C'est moi qui disais, bah voilà, là, je vais faire telle émission, là, telle émission. Je vais consacrer tel temps à ci, tel temps à ça, etc. Et en fait, au début, j'étais un bourreau de travail, quoi. Je me mettais sur les épaules un poids gigantesque, sans compter que j'étais au RSA, que c'était ma compagne qui subvenait aux besoins de beaucoup de choses à la maison. Donc, moi, il y avait cette idée là, putain, faut que quelque part, je culpabilisais de ne pas participer financièrement, peut-être. Et j'avais en même temps envie qu'Immédiat, ça décolle, etc. Donc, voilà, je me mettais une certaine forme de pression sur les épaules. Et puis, la vie étant bien faite, au fil du temps, j'ai lâché l'idée d'être performant. J'ai lâché l'idée de devoir faire des émissions pour les internautes avec telle fréquence, que je sois assidu, etc. Puis en même temps, au début, je culpabilisais beaucoup quand j'avais rien à faire, quand je glandais, quand je me mettais à regarder un film, une série, ou que je prenais du bon temps. Je dis non, c'est pas bien, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu vois. Enfin, tout ce qu'implique l'idée d'être autonome, Mm. donc que tu dois connaître. Et ça a été très formateur, en fait, de retrouver ce pouvoir-là et d'accepter en fait, de sortir, tu vois, quand on est salarié. De prime abord, bah, voilà, tu travailles la semaine, tu as tes week-ends, tu commences à 8 heures ou 9 heures, tu finis à 17 heures ou 18 heures. Enfin, voilà. Et en fait, toutes ces règles-là te sont données par les autres, ou ton patron, ou la société, qui en majorité fonctionne là-dessus. Puis là, je me retrouvais, entre guillemets, je suis mon propre chef. Donc au début, j'essayais de me donner une certaine, ce qui est important d'ailleurs, hein, de se donner une certaine directive, une certaine discipline qui est importante. Et puis à un moment donné, d'être plus souple par rapport à cette discipline de départ et d'accepter que finalement tu suives le flux, le flot de la vie. Et qu'il y a des moments qui se posent où, tiens, pendant 2 jours, je vais glander. Et on est en semaine. Et puis, tiens, pendant 2 jours, les week-ends, là, tu vas travailler. Et puis, tiens, là, on est samedi, tu vois, on fait cette interview, et 15 heures. Bon, et je le considère comme un travail, si tu veux. La notion de travail, petit à petit, se dissolve. Ça devient un plaisir, et pour rien. Faire les choses pour rien. Donc, en fait, c'est comme si, tu sais, quand on est ado, on a tendance à faire ce qu'on a, bon, en dehors des cours qu'on a à l'école ou à la fac. On fait, voilà, on sort, on va voir les potes, on fait la bringue, on a plein de propositions, on suit le mouvement ou pas. Enfin, on fait. Voilà, il y a cette idée de légèreté, on se laisse porter. Voilà, finalement, dans mon quotidien, petit à petit, je fais juste les choses parce que j'ai envie de les faire. Et si j'ai envie de glander, je culpabilise plus ou pas. C'est comme si, quand je glande, par exemple, la procrastination, j'ai j'ai une sorte d'alerte, l'intuition, qui me dit, n'oublie pas, hein, t'as ça, tu vois. Mais on fonctionne tous différemment. Ce qui est important pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Et ce qui fonctionne pour les uns ne fonctionne pas pour les autres. C'est pour ça qu'on ne peut pas enfermer, entre guillemets, l'intuition. Ce qui marche pour un collectif, c'est pas possible.
le truc, c'est apprendre à s'écouter, c'est de reconnaître cette petite voix. Donc, c'est comme si, en glandant, j'avais une sorte d'alerte intérieure qui me disait n'oublie pas ça, hein, tu as ça à faire. C'est quoi tes sensations, toi, quand tu sens que c'est de l'intuition qui te parle vis-à-vis par Bah, rapport au mental? ouais, ça peut être un mal de bide. Ça peut être ouais, tu sais, les tripes là, qui Hmm. te tiraillent un petit peu. Ça peut être des tensions au niveau des épaules. Je me le sens, j'ai les épaules qui se contractent, tu vois, au lieu de les relâcher. Euh, ça peut être, ce genre de choses. C'est le corps, hein. L'intuition, pour moi, c'est le corps, hein. Ou alors, c'est pas lié au mental. Tu as une idée qui arrive, mais c'est pas le mental. Donc, l'intuition, pour moi, est- circule beaucoup, quasiment exclusivement par le corps. Quand j'étais à la radio, par exemple, j'étais derrière mon micro, et vu que c'était, on travaillait sans filet, on avait les internautes, enfin les auditeurs qui appelaient, et puis quand on parlait des sujets assez chauds, la Palestine, Israël, etc., tu vois, crois-moi que j'étais derrière mon curseur, parce que le pire, c'est qu'il y a des gens qui arrivent, qui sont tout mièvres, tout gentils, puis qui balancent des bombes. Putain, faut être vraiment alerte, tu vois. Hmm. C'est beaucoup plus facile avec celui qui va arriver, qui va gueuler. Tu vas dire, bon, celui-là, voilà, tu vois, c'est facile. Mais la patate chaude qui va arriver, qui a l'air toute gentille, toute rose, toute jeune, tu vois, celle-là, ça peut être la plus, qui a plus de déflagration. Donc, il s'agissait d'être attentif aux signes précurseurs, tu vois, dans ce que disait l'autre. Et c'est mon corps, en fait, qui réagissait. C'est pas tant mon mental, parce que tu essayes de suivre s'il y a quelque chose qui cloche, tu vois, c'est comme le combattant au combat qui écoute son corps, qu'est-ce que ça me dit? Et d'écouter cette putain d'intuition, quoi. Et mon corps, lui, il réagissait et je sentais un truc qui montait, qui montait, qui montait. Et puis de prendre les devants, éventuellement, ou essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai, voir jusqu'où il veut aller, l'autre, là, en face, là, que tu sais pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça, c'est le corps. Et d'écouter son corps. Parce que Et mon seuil à moi de tolérance de tous les animateurs était le plus élevé vis-à-vis de la différence des internautes, de ce qu'ils pouvaient dire, Hmm. etc. Donc, mais qu'importe, ce seuil-là, je ne dis pas qu'il était mieux, hein. Je dis que j'avais une faculté qui est à double tranchant, des fois. Tu pouvais laisser dire des choses, quoi, c'est ça? Voilà. Mais en même temps, bon, que ce soit Alex ou Lisandre, ils n'avaient pas voilà, ils sait très bien. C'est ce qui faisait que la couleur des antennes, quand on les animait, chacun avait était différente, quoi. Et c'est tant mieux, c'est très bien. Enfin, je ne demande pas aux autres de me ressembler, quoi. Voilà, loin de là. Est-ce que tu sens que toutes ces années que tu as fait à la radio et le nombre de personnes que tu as interviewées, mais les gens qui appelaient aussi, c'était une forme de nourriture pour toi? Ah ouais, mais ouais. J'ai beaucoup plus appris avec les auditeurs qu'avec les invités, hein. Hmm. Parce que le fait d'animer des débats, de discuter avec les gens, de voir la différence des points de vue, ça me nourrissait à un point, c'était gigantesque, quoi. Et c'était en lien avec l'actualité, avec la philosophie. Des fois, il n'y a pas forcément de sujet donné. J'ai beaucoup plus appris avec eux. Euh, c'est comme si, quelque part, les invités que je pouvais avoir, c'était un peu comme des initiateurs, tu vois, mais que quand tu as une initiation, exemple, un examen, c'est une initiation. Tu as le bac. Le bac est là pour clore ou clôturer le passage de 3 années, les 3 années précédentes. Hmm. Donc, on peut dire que tout le travail que je faisais avec les auditeurs, bah, c'était voilà, les 3 années voilà, qui viennent de s'écouler, là. Et puis, au moment du bac, c'était l'initiation. Et quelque part, c'était avec l'invité ou les invités, dans le cadre notamment de la connaissance de soi, de la spiritualité, qui me permettait de voir si j'avais intégré, entre guillemets, ce à quoi je m'étais confronté avec les internautes, les auditeurs. Donc, l'initiation, tu vois, j'allais dire, la cerise sur le gâteau, c'est pas pour la dénaturer, elle a son importance, elle est bien, c'est important, etc. Mais quand même, je veux dire, les 3 années sont beaucoup plus riches
à travers tout ce qui peut se passer d'interaction avec tes copains, tes copines, les profs, etc., que l'examen du bac, qui en fait, finalement, quelque chose de très court, qui est important, certes, tu vois, mais bon, c'est pas... Je veux dire, si tu n'as pas bien bossé durant tes 3 années avec seconde, première, terminale, je veux dire, le bac, tu vas le foirer. Donc, ce n'est pas le bac le plus important, c'est ce que tu as fait durant les 3 dernières années. Donc, pour moi, les interactions que je pouvais avoir avec les gens, les auditeurs, étaient certainement beaucoup plus importants comme nourriture pour me construire que d'avoir l'initiation en elle-même. Voilà, Christophe Alain qui est là, c'était super, tu vois, et génial, mais bon, je veux dire, je ne suis pas Christophe Alain, je ne suis pas que Franck Lobvé. Je pouvais peut-être comprendre, entre guillemets, ce qu'ils me disaient, quel langage ils utilisaient, mais voilà, je ne le vivais pas. Ça me permettait juste de... C'est comme s'ils me disaient, bah voilà, la direction, c'est par là. Voilà, mais c'est à moi de marcher. Hein. Et je marchais avec les auditeurs. Les auditeurs. Quelle technique de méditation tu utilises aujourd'hui? Si là, tu médites toujours, ou si la vie est devenue une méditation. En fait, c'est la base. Pour moi, ça a été Vipassana. Donc, Vipassana, alors je pourrais, enfin, je devrais. Je me mets pas la rate au courbouillon, si je puis dire. Je pratique plus et ça serait un bienfait que je le fasse. C'est certain. Je le fais pas parce que bah, je suis feignant et que quelque part, la méditation active que je nourris dans mon quotidien me satisfait et me comble. Je n'ai pas besoin de plus. Ouais, je suis bien à méditer quand je fais ma vaisselle, je suis bien à méditer quand je fais mes émissions, je suis bien à méditer quand... voilà, d'être le plus possible dans l'instant présent. Je ne me prends pas la tête, en fait. Mon mental, il me laisse tranquille dans la plupart du temps. Moi, le soir, quand je m'endors, je tombe comme une masse. Hein. J'ai rarement un problème pour m'endormir. C'est très, très rare que je suis amené à cogiter. C'est peut-être une fois tous les 2 mois, une nuit tous les 2 mois où ça commence à cogiter un petit peu et encore. Et dans mon quotidien, c'est simple, etc. Mais en même temps, tu vois, le fait d'être dans cette méditation va me montrer quand, par exemple, je suis en colère, que j'ai des frictions avec ma femme, avec mon fils, parce que c'est surtout eux qui, étant des proches, vont me montrer en miroir là où ça coince encore. Hein. C'est eux les premiers qui vont appuyer sur le bouton chez moi, égotique, qui est... Là, on sait toujours comment faire mal à celui qu'on aime. Hein. C'est super. Hein. Voilà, bon, je me vois, si tu veux, je vois où sont encore mes résistances. Et le fait que je le vois, c'est déjà d'une part grâce à la méditation, parce que je suis peut-être dans ma colère, mais je me vois être dans ma colère. Je vois pourquoi est-ce que je suis là, qu'est-ce qui me fait mal. Et ça revient, ça répète. À chaque fois, c'est le même jeu. Hein. J'ai encore mes gros nœuds. Mais bon, je le vois. Et ça tend petit à petit, au fil du temps, à prendre conscience dans mon être que voilà, il y a un moment donné où ça va lâcher. Mais ce n'est pas moi qui décidera quand est-ce que ça lâche. Au même titre que je vois l'inutilité de ma colère quand je peux l'utiliser. Et en même temps, cette colère, elle est chez moi, elle va se traduire d'une manière... c'est au niveau le fait d'être compris ou pas. C'est pour ça que je fais le métier que je fais quelque part. C'est-à-dire que j'ai une grande capacité à comprendre les gens parce que quand j'étais petit, je parlais pas, hein, j'écoutais beaucoup. Et c'était un mode de sécurité de défense que j'ai mis en œuvre parce que le monde extérieur me paraissait dangereux. Et en fait, c'est ce qu'on dit, hein, ce qui est connu n'est plus un danger. Donc pour moi, le fait d'observer les gens, ça me permettait de voir qui ils étaient réellement. Le fait de poser des questions et leurs réponses me permettait de voir qui ils étaient au-delà de ce qu'ils disaient en apparence, etc. Et donc, je pouvais dresser un tableau intérieur de voilà, il est comme ça, il réagit à ça, etc. Ouf, bon, ok, je sais comment éviter le conflit et faire en sorte que ça se passe harmonieusement, bien, etc. Donc, ça a développé des aptitudes chez moi pour être diplomate, etc.
par la suite, si tu veux, j'ai usé de ça pour éviter d'avoir à rentrer en conflit. J'ai toujours eu horreur du conflit. Et même encore maintenant, ça me fait chier d'avoir à sortir le glaive et à tailler dans le lard. Mais vu que j'ai horreur du conflit, je vais tout faire pour vraiment, mais vraiment, j'ai une grande patience que j'avais avec les auditeurs à la radio. J'ai vraiment une grande patience. Je vais essayer de contenir, entre guillemets, la personne, l'individu, lui expliquer Alors, c'est facile de le faire, entre guillemets, avec les gens qui ne me connaissent pas, si tu veux. D'autant plus parce que j'ai une aura où les gens m'apprécient, médiatique, etc. Donc, je peux me permettre de dire certaines choses, des fois peut-être un peu abruptes, en étant un petit peu cinglant, mais avec beaucoup d'amour, d'affection, et ça passe bien. Mais dans le cadre intime, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que quand, par exemple, on reçoit des amis à la maison, etc., je parle quasiment pas. Parler pour parler ne m'intéresse pas. Si je parle, c'est parce que j'ai quelque chose à dire. Donc, ça implique que j'attends de l'autre qu'il écoute ce que j'ai à dire. Sauf que la plupart du temps, les gens en fait, ne savent pas communiquer les uns avec les autres. Tu sais, tu dis une phrase, l'autre il va te couper parce qu'il veut rebondir, etc. Et les gens ne savent plus écouter. Et souvent, l'excuse qui est donnée, c'est oui, mais si je te coupe, c'est parce que tu m'as fait penser à ça, et si je te coupe pas maintenant, je vais plus y penser, etc. Ouais, mais ça s'apprend. Moi, comment je fais quand je fais des interviews? C'est-à-dire que je parle, en l'occurrence, là, normalement, tu es censé écouter, et quand tu écoutes, il y a des idées qui te viennent. Donc, le truc, c'est de retenir l'idée en question, tout en la mettant de côté, la ranger dans un tiroir, et continuer à écouter la fin des propos de ton intervenant. Donc, c'est un savoir-faire, ça s'apprend, tu vois, pour ressortir ce à quoi l'intuition que tu as reçue l'instant précédent, après 2 minutes où l'autre a fait son blabla. Il faut le faire, ça s'apprend. Les gens ne savent pas faire ça. Donc, quand ils reçoivent l'intuition, le truc, ils te coupent tout de suite, mais en fait, ils n'ont pas, on va dire, écouté l'essence, la quintessence de tes propos. Ils se sont arrêtés sur la forme, pas le fond. Ils ne retiennent pas le fond, ils s'intéressent à la forme. Et moi, ça me gêne, ça. Donc, dans mon intimité, quand je commence à parler, j'attends que l'autre puisse m'écouter jusqu'à la fin. Et des fois, ça va être un peu long. Parce que, vu que je parle peu, pour exprimer ce que je ressens, c'est tellement fin, ce que je ressens et comment j'arrive à le mettre en forme, en mots, etc., que ça prend du temps. Et que les gens n'ont pas de patience, quoi. Et que dans mon quotidien, notamment ma compagne, elle, la patience, alors elle a de la patience dans certaines situations, mais pas pour ça. Et donc, chez moi, j'ai le sentiment de ne pas être écouté, de me sentir incompris, etc. Donc là, la colère va jaillir. Parce que personnellement, dans mon quotidien, vis-à-vis des gens avec qui je peux être, je m'en fous de convaincre les gens. Ça ne m'intéresse pas, tu vois, je m'en fous. Maintenant, si tu me demandes mon point de vue, bah, attends-toi à ce que je prenne la parole et que je fasse perdurer le truc. Tu comprends? Mais c'est parce que tu me l'as demandé. Si de prime abord, je te sens fermé, imagine, j'ai un plateau de télévision. Hein, et que j'ai 4 personnes, 5 personnes en face de moi qui, en fait, n'ont qu'une envie, c'est de me casser. C'est quoi l'intérêt? Je ne vais pas y aller. Tu vois, s'il n'y a pas une écoute de part et d'autre, qu'on partage, etc., je m'en fous de te convaincre. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je souhaite, c'est de partager. Donc, s'il n'y a pas de partage et que, voilà, comme on peut avoir avec les auditeurs à la radio, il y avait du partage. C'était riche, c'était nourrissant, quoi. C'était génial. Donc, voilà, convaincre pour convaincre ne m'intéresse pas. Si tu me demandes mon point de vue, ça implique que tu veux être dans l'écoute. OK, donc on va être dans ce dialogue, ce partage. Je vais t'écouter, tu vas dialoguer et ainsi de suite. Ben, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que quand effectivement les gens que j'interviewe ou quand un patient me parle, j'ai tout un tas, une centaine d'idées, de pensées, de questions qui me viennent. Et effectivement, il y a un système de tamis qui se met en place et 5 minutes après, il en reste très peu en fait de ces idées ou de ces questions qui continuent d'avoir du sens 5 minutes après, tu vois. Puisque bien souvent,
la personne va développer le truc, quoi. Toi, tu as pensé à l'idée et la personne, finalement, ah bah tiens, elle y répond. Voilà, Et, c'est ça. mm. C'est ça. Si les gens savaient écouter, ils auraient la réponse à leur question avant même qu'ils posent la question. Ce qui me dérange un peu plus, alors pas forcément dans les interviews, moi, c'est parfois dans certaines discussions avec certains patients, c'est les boucles mentales. C'est-à-dire que la personne va répéter la même chose de 18 manières différentes et que tu sens que là, si tu ne lèves pas la main pour dire, je le fais dans certaines émissions, dire stop, euh, là, vous êtes en train de juste. Ils ne se rendent pas compte, quoi. Juste, vous êtes en train de vous répéter, vous n'arrivez pas à sortir, quoi. Et parfois, ça peut être mal interprété aussi. La personne se dit merde, il me coupe, il ne me laisse pas dans mon truc, mais c'est parfois délicat de laisser quelqu'un dans une boucle. Mais ouais, mais c'est pas délicat, c'est que c'est chiant. C'est Et, chiant. je veux dire, voilà, donc on peut avoir avec de la bienveillance essayer d'expliquer le truc, quoi. Mais c'est vrai que enfin moi en tant qu'intervieweur, bon, je l'ai rarement auprès des gens que j'interviewe parce que je les drive, etc. Mais avec des internautes ou bon, je l'ai pas encore rencontré avec les émissions que je fais récemment, j'ai pas vu ça. Mais je me rappelle qu'à la radio, c'était régulier, hein. Et à un moment donné, c'est de lui dire stop, je répète, j'ai compris, j'ai compris. Je pense que ton message est passé. Non, mais chapeau. Oui, vas-y. Non, c'est pour dire à quel point les gens ont le sentiment de ne pas être entendus ou reconnus. Bon, après ça, c'est tout à fait révélateur de structure énergétique intérieure de l'individu, qui n'ont pas conscience en fait des propos qu'ils sont en train de dire et des mots qu'ils utilisent. Non, mais c'est vrai que je me rappelle de certaines de tes émissions où il y avait des gens, alors pas qui se répétaient, mais des gens qui étaient extrêmement lents. Et tu sentais que, genre, la phrase, fallait t'accrocher parce qu'il avait mis 2 minutes pour faire une phrase, quoi. C'était, ouais, c'est chapeau sur cette patience de pas, de pas juste couper la parole et de passer à quelqu'un d'autre. Je peux comprendre la lenteur pour expliquer ce que quelqu'un a à l'esprit. Prendre la parole, c'est pas évident. C'est extrêmement compliqué, les mots sont trompeurs, etc. Et que la plupart du temps, les gens ont envie de se faire comprendre. Et que pour certains, n'étant pas doués avec l'outil de la parole, ça prend du temps. Donc, j'ai cette patience-là. Donc, je veux bien donner cette patience-là. Là où il y a problème, c'est effectivement quand il y a répétition. Et c'est pour ça, souvent, que dans mes interviews, je reformule la réponse de l'intervenant. Parce que mon objectif à moi, en tout cas, mon but, c'est de faire en sorte que les propos de l'individu soient compréhensibles par le plus grand nombre. Et que selon les termes, les idées, comment il a agencé avec le vocabulaire, la grammaire, etc., les mots qu'il a choisis, l'intonation, des fois, ça peut être un peu alambiqué, mal construit, et que j'essaye, à travers le filtre Laurent, de reformuler le truc pour, je pense, que ça soit le plus compréhensible pour chacun. C'est juste mon rôle, je ne dis pas que je le fais bien, hein, en tout cas, j'essaye. Et c'est une manière, en même temps, pour moi, quand je fais ça, de restructurer ma pensée, qui va nourrir de nouvelles questions. Quelle place prend l'alchimie ou la magie dans ta vie? Juste peut-être, parce que je l'avais marqué, à un moment donné, tu m'avais dit que cette émission, on pourrait faire c'est toi, le temps que tu m'accordes. Avec la communication. La communication, j'aimerais donner ces quelques chiffres pour les gens qui écouteront ton émission. Quand deux êtres communiquent l'un avec l'autre, 7% de la communication est verbale. C'est peanuts. Tu as 38% de la communication qui est vocale. Donc l'intonation, le rythme, la musicalité. Voilà. Donc 38%, déjà là, à un autre niveau. Et 55% de la communication est visuelle. Donc la gestuelle du corps, etc. Le corps, voilà, le langage du corps. Donc autant dire que quand deux êtres communiquent ensemble, les gens, ce qu'ils retiennent, ce n'est pas le vocabulaire, ce n'est pas les mots, c'est beaucoup plus la musicalité et encore plus le visuel. Donc, et c'est pour ça que j'aimais bien la radio, parce qu'à la radio, tu ne vois pas l'intervenant. Tu es obligé de focaliser beaucoup plus sur la musicalité des paroles. Et puis, bien entendu, derrière,
le vocabulaire, la signification des mots, etc. Parce que c'est incroyable de voir à quel point le visuellement, et c'est pour ça que des mecs comme Macron, ils peuvent dire dans une même phrase tout et son contraire. Parce que en fait, tu vas juste focaliser sur ce que tu veux entendre. Et tu vas mettre une sorte de déni sur le mot que tu n'avais pas envie d'entendre, qui ne fait pas partie de ta réalité. Et Macron, connaissant ça, donc la PNL, etc., programmation neurolinguistique, ça passe comme une lettre à la poste. Et les gens ont la mémoire courte. On retient ce qu'on veut bien retenir. Voilà, c'était pour clore un peu le sujet de la communication. Tu me redonnes ta question? C'est la suite, mais c'est ça. J'allais te dire quelle place prend l'alchimie dans ta vie ou la magie, mais c'est ça, c'est-à-dire quelle place prend l'invisible. Et quand tu es dans une communication avec quelqu'un, et j'essaie de le faire tous les jours, tu vas me raconter quelque chose, mais ton corps est en train de me dire autre chose, et tes yeux, et ta langue, et la façon dont. Ouais, Et je pense que tu as répondu à cette question, puisque tu disais que même petit, tu étais dans le silence et dans l'écoute. Donc, quand tu es dans cet état d'être, tu es forcément en train d'observer ce qui n'est pas dit. Ouais, c'est la magie est partout. Hein. Au regard des chiffres que je viens de donner, on voit en fait de voir à quel point la magie, c'est comme de regarder une peinture de Monet. C'est-à-dire que si j'ai le nez trop près de la toile, je vois un point qui n'a aucun sens. Ça ressemble à rien, ça peut être moche, peut-être, je ne sais pas. Et puis plus je prends du recul, et plus il y a quelque chose qui se dessine, jusqu'à avoir les toiles qu'on connaît qui sont magnifiques, quoi. Donc la magie, c'est la capacité de voir que en fait, l'extérieur est vraiment le reflet de l'intérieur et que tout parle. Et c'est vraiment, je ne sais pas si c'est dans la Bible, hein, je ne sais pas si c'est Jésus qui l'a mentionné, c'est voilà, Dieu vous parle, mais qui entend? Et il nous parle continuellement. Les synchronicités, c'est tout le temps, en fait. Tout le temps. C'est pour ça que j'aime beaucoup les symboles, et notamment tout ce qui a trait à, puisque tu parles d'alchimie, bon, ça fait écho à la langue des oiseaux, et la symbolique est extrêmement importante, c'est-à-dire que l'écriture, c'est de la magie. Feuille blanche avec des symboles dessus. Et ces symboles vont générer quelque chose. C'est incroyable. Au même titre que dans beaucoup de traditions, une arme, comme les sabres, était gravée. Et que par la suite, avec je sais pas, le sang de l'adversaire, etc., ça donnait une énergie, une vibration beaucoup plus dense à la lame pour qu'elle ait une vie propre. C'est pas anodin quand on dit avec le verbe créateur, on monte dans sa bagnole, alors ma titine, bon, cette vibration-là qu'on envoie à notre voiture va rendre, entre guillemets, la voiture vivante. On va lui envoyer de l'énergie et elle va prendre une teinte, une couleur bien spécifique au conducteur, au chauffeur, en fonction de ce que lui envoie. Donc, quelque part, elle va être vivante, effectivement. Donc, tout parle tout continuellement. Là, durant ces dernières années, là, vraiment où je me suis beaucoup plus connecté, c'était au végétal, de parler aux plantes. Et c'était notamment suite à la lecture que j'ai faite du livre de Christophe Alain. Donc, c'est une synthèse de ces 3 tomes. Et à un moment donné, donc, le fait d'en faire la lecture, forcément, j'ai mis le nez dedans, etc. Et il dit à un moment donné, c'est un conseil qu'on lui a donné. On lui dit, bah voilà, tu vas aller de chez toi à ton bureau à pied et tu vas dire bonjour aux arbres, aux animaux, aux insectes, aux plantes, etc. Et le fait de dire ce bonjour va te permettre quelque part, déjà de rendre grâce. Et que l'arbre, il n'est pas juste là tous les jours et qu'il n'est pas inerte, il est vivant, il est là. Et qu'il te parle, il communique avec toi. Et le fait d'être dans cette gratitude. Là, par exemple, j'ai des colombes qui roucoulent dehors. Là. D'être dans cette gratitude, ça te permet d'être en joie avec la vie, que de voir que la vie, tous les jours, elle te bénit, qu'elle te nourrit,
Et cette matière autour de toi, en fait, c'est toi, c'est ce que tu portes à l'intérieur. Et plus tu reconnais à l'extérieur la chance que tu as d'avoir femme, enfant, frigo, Internet, des plantes, des oiseaux, du soleil, de la pluie, et plus tu es en gratitude à remercier ce que tu as à l'intérieur. Et plus tu acceptes les parts, entre guillemets, qualifiées de sombres en toi. Tu acceptes la pluie, tu acceptes la nuit. Bon, de prime abord, certains diront, putain, il pleut encore. Bah ouais, mais c'est peut-être ce qui pourrait être qualifié de part d'ombre en toi. Donc, en acceptant et en aimant ces parts-là, bah, tu les acceptes d'autant plus en toi. D'avoir cette gratitude m'a permis de beaucoup plus accepter et aimer ce qu'on pourrait qualifier de défauts, qui ne sont pas tant des défauts. Enfin, je veux dire, tout dépend d'où on regarde. Tu vois, je ne peux être que qui je suis. Et c'est pour ça que de surcroît, je ne mets plus de poids sur les épaules. Je veux dire, je m'en fous de ce qu'on peut penser de moi la plupart du temps, quoi. Ça ne m'intéresse pas. J'ai plus envie de convaincre. Je fais les choses pour rien. J'attends pas après les autres. Je veux dire, voilà, ça soulage, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, parce que j'entendais souvent les Tony Robbins et les gratitudes, gratitude, gratitude, et c'est vrai que ça ne me parlait pas spécialement. J'étais plutôt dans une énergie de pardon. Je trouvais que c'était extrêmement libérateur, et pas le pardon chrétien à venir se confesser, à demander à quelqu'un d'autre de nous pardonner. Non, se pardonner soit de ses expériences, et c'est vrai que depuis quelques mois, je me sens extrêmement, je le dis, hein, et je continue de le répéter, je me sens extrêmement chanceux de ce que je vis, de là où je vis, des gens qui viennent me voir, puisque 2020 a été une année de pause volontaire pour moi. Et effectivement, plus je ressens cette gratitude et plus je reçois encore, quoi. En fait, c'est quand même assez magique, pour le coup. Et une envie de donner encore plus. Enfin, c'est vraiment sans fin. C'est assez illimité quand même. Ouais, Ça ne s'arrête jamais, quoi. ouais. Dans cette idée de donner sans fin, en fait, ouais, il y a quelque chose de donner pour rien. Je sais pas. Chez moi, là, on n'a pas de lave-vaisselle. Donc, on fait la vaisselle. Bon, la plupart du temps, c'est moi qui m'y colle. Mais voilà, j'ai pas d'attente. Mais par contre, ça ne va pas empêcher de dire à ma compagne, bon, là, ça fait une semaine que je la fais. Ça va peut-être bien un petit peu, là. Hein, bon. Voilà, répartir aussi les tâches. Quand je sens qu'il y a un déséquilibre, dire, si c'est compensé par autre chose qu'elle fait, je sais pas, la salle de bain, passer la spi, tu vois, il faut toujours qu'il y ait une sorte d'équilibre. À moins que tu te sentes toi en équilibre, parce que ça veut rien dire. Hein. Que tu te sentes toi en équilibre dans le sens où dans la relation de couple, tu sens que c'est équilibré, que, voilà, que chacun donne ce qu'il peut, ce qu'il veut. Voilà, il y a des soirs où j'ai pas envie de faire à bouffer. Je dis, pas, non, ce soir, ça m'intéresse pas. Et si je dois grignoter, bah, je grignote. T'as pas envie non plus, c'est pas grave. M'en fous. Je me contente de ce qu'il y a. Tu as envie, t'as pas envie, très bien. Je fais, voilà. Si je demande quelque chose à quelqu'un, le nombre de fois où on m'a proposé de venir sur Immédiat en aide pour différentes choses, hein, j'ai dit ok. Puis vu que j'attends rien, la plupart du temps, les gens ils proposent leur aide, mais il n'y a personne. Et puis bah, il y en a un à un moment donné dans le lot, il fait. Cool. Mais vu que je n'étais pas dans l'attente, je ne suis pas frustré que ça ne soit pas fait. Et puis bah, c'est là, c'est que le moment est juste et que c'est cool. C'est très bien. Enfin, voilà. Il n'y a pas d'attente. Là, je te parlais de la maison déménager dans le sud. Je fais ce que j'ai à faire, mais si on n'y va pas, bah, c'est très bien aussi. Enfin, je m'en fous quelque part. Voilà, je me dis, Est-ce je peux que, partir demain, je serai heureux. et est-ce que ça peut être un frein à réaliser ses envies, ses désirs, ses objectifs? Alors, j'ai pas entendu, ça a coupé. Est-ce que ça peut être un... Est-ce que ça aussi, cet état d'esprit, ça peut être un frein à réaliser ses objectifs, à aller chercher vraiment quand on a un désir qu'on veut matérialiser? Oui et non. C'est-à-dire que l'être humain est ce qu'il est.
et que tu peux procrastiner tant que tu veux, hein, mais il y a un moment donné où, c'est ce que je te disais, les parois vont venir se resserrer, donc ça implique que la procrastination était peut-être nécessaire à un moment donné, et puis qu'à un moment donné, ça va être désagréable, tu vois. Ton corps, il va dire bon, et puis bah tu vas te mettre en action, tu vas voilà. Quand je suis parti de la radio, enfin non, c'est pas tant que quand je suis parti de la radio, quand à un moment donné, je me suis séparé de la mère de notre enfant. Je me suis retrouvé voilà, sans rien. J'étais viré, voilà, j'avais plus de maison, plus rien. Enfin bref, j'avais quitté plus ou moins la radio, j'ai mis un stand-by. Enfin bref. Euh, et j'ai procrastiné. Et puis, spontanément, naturellement, je suis revenu à mettre le nez dans les infos, à chercher, à mettre le nez dans les bouquins. Enfin, ça s'est fait tout seul, quoi. Voilà, Donc, c'est comme, tu es chez toi, tu n'as pas envie de passer la spie. D'accord, bon. Et puis, à un moment donné, tu vas voir qu'il y a la poussière qui s'accumule. Il commence à y avoir des moutons. Bon, chacun a un seuil de tolérance, hein. Et puis, il y a un moment donné où tu te dis, non, c'est pas possible, quoi. Tu vas prendre ton aspi, puis tu vas y aller, quoi. Puis, tu vas être bien après. Donc, chacun a des seuils différents. Et ça vient tout seul. En fait, tu choisis pas. C'est notre nature, quelque part, qui fait ça. Et vu qu'on est des êtres conditionnés, bon, le problème, c'est quand, effectivement, ton conditionnement ou ta croyance va être vraiment limitante, où tu sais pas comment faire autrement. Là. Tu te dis, putain, ok, j'arrive pas à me bouger le cul. Je sais que je dois passer l'aspirateur, mais j'arrive pas à me bouger le cul, quoi. Et je sais pas si tu as vu certaines émissions où tu as des gens chez eux, mais putain, il y en a partout. Et c'est une télé-réalité, donc il y a un homme, une femme ou deux femmes là, qui arrivent et qui nettoient tout le plafond. Car, chacun a ses seuils. Tu peux refuser de grandir tant que tu veux dans certains domaines. Hein. Bon, et potentiellement, quand tu as une aide intérieure qui va arriver et dire bon, là, je suis prêt à vraiment changer, c'est trop désagréable. Tu vas avoir des gens qui vont venir, qui vont potentiellement te tendre la main. Mais en même temps, il faut savoir demander de l'aide. Tu vois, c'est pour ça que les thérapeutes sont là. Quelque part, le thérapeute ne fait rien. Quand on va voir un thérapeute, il y a beaucoup de gens qui attendent qu'il y ait le côté miracle qui arrive, etc. Mais bon, ils oublient qu'ils ont une part active dans la chose, quoi. Genre, toi qui es ostéopathe, tu comprends que bah voilà, c'est des cycles. La personne, tu vas leur mettre son dos et puis elle va revenir 3 semaines, un mois après. Et puis, c'est toujours la même chose. Bah, c'est lié, entre guillemets, aussi à sa manière de vivre. Si elle fait du sport, son hygiène alimentaire, son estomac, ses intestins, peut-être certaines choses sur les épaules, des poids, des responsabilités qu'elle se met, que ça ne la concerne pas. Bref, c'est un travail qu'elle doit aussi, elle, de son côté, normalement, faire en responsabilité. Mais elle est libre de ne pas le faire. Bon, bah voilà, tu as des palliatifs qui t'aident. Hein, tu vois, comme moi, la cigarette, je veux dire que c'est un palliatif, je le sais, mais ça ne me dérange pas, je m'en fous. Et puis, c'est toujours la quantité qui fait le poison, tu vois. Je veux dire, on peut je sais pas, d'autres, ça sera le chocolat, d'autres, ça sera manger, d'autres, ça sera du sport aussi, par exemple. Certains, le sport extrême, voilà, chacun a entre guillemets, des palliatifs. Si ça te fait du bien, jusqu'au moment où ça va te faire du mal, et puis bah, ça te demandera de changer, bah, tu acceptes de changer ou pas. Et il y a toujours des gens qui sont là pour t'aider à changer, potentiellement. Encore faut-il que tu veuilles accepter le changement. Parce que tu peux vouloir le changement sans faire les efforts nécessaires à faire ce qu'il y a à faire pour changer. C'est comme, j'aime beaucoup cette image, hein. Ah, j'ai envie d'être avec un homme, une femme, j'ai envie d'être amoureux. Ah oui, là, j'en ai marre d'être célibataire, ça fait 5 ans, etc. Bon, ok. Bah, miracle, il y a quelqu'un qui arrive dans ma vie, super, je suis amoureux, c'est le début, etc. Bon, et puis là, où le problème va commencer à poindre, c'est quand l'autre va arriver dans ta vie, vous allez emménager ensemble. Puis, bah, ce que tu pouvais faire en tant que célibataire, bah, là, il va falloir faire manger pour deux. Donc, généralement, on prend du poids. C'est clair. Et puis, bah, voilà, s'organiser à deux, vivre avec l'autre. Ah putain, bon, bah, ouais, bah oui, mais c'est ça. Tu as demandé ça dans ta vie. Donc, mais tu n'es pas prêt à faire entre guillemets, c'est pas tant des efforts, mais à vivre différemment, à faire les choses différentes. Et en incluant l'autre.
Et c'est pas évident de faire les choses à deux. Alors, 3, 4, 5, j'en parle même pas, quoi. Mais, donc, c'est un exemple aussi simple que ça. Je veux du changement, mais je veux pas faire les efforts qui nécessitent le changement. C'est comme les ados qui sont chez papa-maman, qui sont nourris, logés, qui font rien, Et qui quasiment, critique le système. qui critiquent le système. Ouais, mon père, c'est un con, ma mère, c'est une conne. Je dis, mais oui, mais écoute, pas de problème, vas-y, prends ton chez-toi, travaille pour payer ton loyer, etc. Tu vois, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, on a envie, on se prend pour des adultes, on critique donc le jugement, le fameux jugement, ce qui ne va pas, mais on ne veut pas faire, entre guillemets, ce qu'il y a à faire d'un point de vue des responsabilités. Bon, j'aime beaucoup Spider-Man et l'oncle de Peter Parker qui dit à son neveu, écoute, de grands pouvoirs demandent de grandes responsabilités. Voilà. Et l'être humain aujourd'hui veut de grands pouvoirs, le pile magique, channeling, énergétique, entre autres. Hein. Mais je ne veux pas faire les efforts de connaissance de soi que ça implique. Parce que ça va me demander de changer. Enfin, on est comme ça. Et c'est comme ça. Ce n'est pas un jugement, c'est comme ça. Donc, plus vite on les accepte, ça, de le voir, et de voir qu'on est des êtres paradoxaux, que fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais, bah, moi, souci, c'est dans ma vie, c'est pareil. Donc, il y a un mec comme Jésus qui dit à ses apôtres, ouais, c'est comme si c'était comme ça, le royaume de Dieu. Et puis, tu as les apôtres qui disent, mais attends, je comprends pas, c'est quoi les paradoxes? Tu dis ça, mais en même temps, tu fais ça, etc. Bref, c'est que des panneaux indicateurs, parce qu'au final, il n'y a que soi avec soi, dans la justesse de l'instant, où on sait ce qui est bon, juste de faire. Et ce qui était juste de faire hier ne l'est peut-être pas aujourd'hui, et ne le sera peut-être pas demain. Donc, on ne peut pas enfermer la vie, entre guillemets, dans des règles. Ah, c'est comme ça bouge pas. Non, on ne peut pas, ça. Et les premiers à se poser des questions, c'est effectivement les enfants et puis les ados. Les ados, ils disent, ouais, mon père, il dit ça, mais en fait, il fait ça, etc. Mais oui, mais tous, même en tant qu'adultes, les uns avec les autres. Tous. Si on regarde bien, en tout cas, moi, c'est ce que je perçois, c'est que ça. Donc, c'est extrêmement difficile de se comprendre en tant qu'être humain parce qu'on est tout le temps changeant et que l'ego, par peur, veut figer les choses, veut avoir des règles tacites. En disant, ouais, dans telle circonstance, je fais comme ça, je dois faire comme ça. Mais non. Tu peux très bien donner des pièces à un SDF un matin parce que tu sens que voilà, tu lui donnes, puis le lendemain, non. Bon, est-ce que ça fait quelqu'un de toi, quelqu'un de mauvais parce que tu n'as pas donné le lendemain des pièces, voilà. Et cette culpabilité en disant putain, j'ai pas donné aujourd'hui. Et alors? Et alors? Ça ne devrait pas faire de nous des gens bien quand on donne, ni mauvais quand on donne pas, en fait. Ben ouais. Mais notre système, en tout cas évolutif tel qu'il est à l'heure actuelle, binaire, nous a enfermés dans le côté manichéen, bien, mal, juste, pas juste, etc. Mais c'est que des points de vue. Ce ne sont que des points de vue. Donc, à part soi, vis-à-vis de soi, on est les seuls, entre guillemets, à devoir se rendre des comptes. Et on est dur avec soi. Hein. Mais en même temps, de comprendre que ça fait partie d'un chemin de compréhension et d'évolution. Jusqu'à un moment donné où la culpabilité, à un moment donné, voilà, ça lâche. Ça recoupe avec ce que tu disais tout à l'heure, quand tu es passé de la radio avec une certaine structure et une ligne directrice, et quand tu es passé à toi et toi, et que tu récupères ton pouvoir et que tu dois prendre tes décisions, que c'est toi qui décides à quelle heure tu te lèves et qu'est-ce que tu branles, et etc. Ouais, on a tous l'humain, ce côté. C'est pour ça que je pense tout le monde veut gagner au loto, mais je pense qu'on supporterait pas parce que la capacité de pouvoir que tu as à ce moment-là, elle est juste pas supportable pour beaucoup en fait. Ouais, exactement. Et donc, je rigole, moi, quelque part, quand je vois tous ceux qui râlent, qui veulent ouais, contre le nouvel ordre mondial, les banquiers, Macron, etc. Mais en fait, tous ceux qui sont dans cette énergie-là, ils feraient pareil, en fait. Ils feraient pareil. Et ils veulent être calife à la place du calife, mais ils ne s'en rendent pas compte, ils ne veulent pas se l'avouer. Et c'est ça qui est extrêmement dur. Je veux dire, tous ceux qui me font la leçon, j'en vois à travers les commentaires des vidéos, en disant, ouais, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Gna, gna, gna. Mais écoute, fais-le. Arrête de me critiquer. Crée ta chaîne YouTube,
contacte des gens, des invités, écris tes articles sur ton site, fais de montage, le micro, voilà, fais, et puis on en reparlera après. Ouais, l'ado critique papa, maman. Mais fais, moi, il n'y a pas de problème, mais fais. Voilà, marche dans mes pompes, là, comme disent les Indiens, pendant 3 lunes, et puis on en reparle après. Bon, mais ça fait partie du jeu, c'est d'évolution de la conscience, justement, de ce retour à la source, ça fait partie du jeu. Et aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe, c'est de plus en plus prégnant. Donc, bon, tout le monde veut être un donneur de leçons, enfin tout le monde, c'est une généralité ce que je dis. Beaucoup de gens veulent être des donneurs de leçons pour les autres. Ah ouais. Alors, je constate, hein, on vient me voir parce que j'ai un média, mais on ne me connaît pas trop, on voit que j'ai un média. Donc, on m'envoie des liens, nouvel ordre mondial, manipulation, etc. En me disant, ouais, mais Laurent, t'as pas pris ça en compte, t'as oublié ça, et puis regarde, on est manipulé. Ah oui, mais moi, ça fait 20 ans que je suis au courant de tout ça. Donc, tu me connais pas, tu viens, là, arrive. Alors, tu peux avoir une bonne volonté de me partager, je comprends. Tous les jours, j'ai des vingtaines de messages sur Facebook, de liens, etc. Je regarde plus, quoi. Je comprends. J'étais content quand les Gilets jaunes, ils ont pris conscience de certaines choses, sont intéressés à qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce que le RIC, la Constitution, etc. C'est bien, le côté positif des Gilets jaunes, c'est bien, ça a donné ou permis d'avoir une certaine forme d'éveil de conscience de ce qu'est être un citoyen. Super. Mais en même temps, le mouvement en lui-même sert à rien. C'est une crise d'adolescence aussi. Voilà. Donc, et ça fait partie du chemin. Donc, j'attendais rien en particulier des Gilets jaunes. Et en même temps, je sais que c'était nécessaire et que c'était positif, que ça avait comme une sorte de vaguelette qui est devenue une vague. Bon, on va pas parler de tsunami, mais en tout cas, qui a permis de faire prendre conscience à beaucoup de gens de tout ce dont on parlait déjà à la radio il y a de ça une dizaine d'années, quoi. Donc, et c'est bien. C'est bien. Ça fait partie du jeu. Donc, je n'attends rien de tout ça. Tu vois, je regarde, j'observe, je m'en amuse des fois. Et puis des fois, ça me prend la tête, hein. Selon ma journée, comment elle s'est passée, des fois je peux râler, je dis putain, fais chier, quelle bande de cons. Des fois je suis dans le jugement aussi. Enfin, tu vois, classique, quoi. Comme tout le monde. Si tu pouvais conseiller un livre, c'est pas une question facile pour quelqu'un qui Non, c'est dur. lit beaucoup. C'est dur. Le livre du moment, en tout cas, celui qui te vient là. Ouais, écoute, il y en a plusieurs. C'est dur, je ne peux pas imiter un truc. Rares sont les livres qui m'ont touché profondément. Ils ne sont pas nombreux, hein, je peux les énumérer. Conversation avec Dieu, ça a été une grande révélation, vraiment. Toute la série, rien à dire là-dessus, hein, vraiment, vraiment bien, quoi. Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, et tous les livres de Denis Marquet, super. Donc voilà, la trilogie que j'ai pu effectuer, j'en ai fait des Quantique Planète. Donc voilà, Denis Marquet, mais bon, c'est vrai que ça a une couleur, entre guillemets, chrétienne. Bon, après, on n'aime pas, mais en tout cas, il a dépoussiéré totalement cette vision du message christique, et en le reliant, parce que quelque part, avec Denis, on a eu le même parcours, à travers les théologies orientales, et il a fait des ponts énormes avec exprimé d'une manière très simple, qui touche au cœur, aux tripes. C'est magnifique, c'est beau ce qu'il a écrit, c'est limpide, transparent. Enfin voilà, j'aime beaucoup Denis Marquet. Pour moi, ça a été m'a beaucoup aidé aussi. Ouais. Alors, tu vas pas aimer la prochaine non plus. Là, je te fais une série de questions. Ça va être des Vas-y, choix. vas-y. Un film à choisir. Ou une série. Bah, un film là qui me vient, c'est Tu ne tueras point de Mel Gibson. Donc de cet Américain durant la Deuxième Guerre mondiale qui décide de se faire engager dans l'armée américaine
et qui va, en tant que médecin ou infirmier, combattre contre le Japon sur une île. Et il doit reprendre une falaise, etc. Et ce film-là de Mel Gibson a été tourné après le film qu'il a réalisé sur la vie de Jésus, la Passion du Christ. C'est un film qui est extraordinaire parce que là, pour le coup, en tout cas par rapport au regard de ce qu'on vit maintenant, les gens ont du mal à saisir ou comprendre qu'est-ce que ça implique d'être un résistant. Et dans ce film-là, tu as un mec qui est tellement relié à qui il est qu'il se dit, bah voilà, je vais m'engager dans l'armée, mais je ne tuerai aucun homme, je ne porterai pas de flingue, pas d'armes, etc. Il s'est pris des brimades de la part de ses camarades, de ses supérieurs hiérarchiques, et il a sauvé des vies. Et quand on le voit sur la colline de Maidan, où enfin, le film est extraordinaire, alors c'est... Tu as vu le film ou pas? Oui. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles, hein, les Américains sont en bas de la falaise et tous les jours, ils montent en haut de la falaise où c'est la guerre de tranchées 14-18. Tu as des galeries, c'est des obus, etc. Et à un moment donné, il part chercher ses copains qui sont blessés, etc. Ça tire dans tous les sens. Il ne se fait pas tuer. Tu vois à quel point il est relié à lui. Et quand c'est juste, tu passes à travers les bombes, il n'y a rien qui t'atteint. À un moment donné, il se retrouve même dans les souterrains, il va voir un Japonais qu'il croise et il ne le tue pas, il ne se tue pas. Enfin, il y a un truc qui se passe qui est magique à ce moment-là, quoi. Et ce mec il aura la médaille d'honneur, je ne sais pas ce qu'il a, enfin bref, c'était une... C'est une histoire vraie, une Oui, oui, histoire oui, vraie. Ouais. ouais. Voilà. Donc, c'est pas pour juger ou critiquer le fait que de la guerre, le fait de tuer. Hein. Il y a peut-être des moments où c'est nécessaire. Toi. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe dans l'instant présent? Qu'est-ce qui est juste? Donc bon, ça c'est voilà, j'ai pas de jugement là-dessus. Mais en tout cas, de voir que quand on reprend son pouvoir par rapport à ce qui nous anime, bah ça va pas être facile. On va avoir des initiations comme il en a pu en avoir vis-à-vis de ses amis, ses collègues américains quoi, qui avaient la même origine que lui. Et puis de voir qu'à un moment donné, quand ça va être le plus dur moment, bah il y a rien qui t'atteint quoi. Au même titre que durant la Deuxième Guerre mondiale, tu avais des mystiques chrétiennes qui étaient dans la résistance française. Et quand je dis les mystiques, je veux dire qui étaient capables de bilocation, d'être à deux endroits à la fois, etc. Quoi. Des gens qui avaient des dons, voilà. Et ils étaient dans la résistance. Donc, être connecté à soi, au soi, c'est comme être au centre de l'ouragan, quoi. L'œil du cyclone, bah, c'est le seul endroit où le ciel est dégagé. Autour de toi, ça peut voler dans tous les sens. Toi, tu es dans l'instant présent, tu es dans l'œil, tu es au centre. Et en étant centré, bah, tu n'es pas agité par le pathos, l'émotionnel et tout le reste. Donc voilà pour le film. Une série. J'en ai mis pas mal sur Inmedia, des séries, des vraiment bonnes séries. Ah, tiens, je te donne un deuxième film qui me vient, tu vois, c'est pas tant une série. Le jour de la marmotte, un jour sans fin. Bill Murray, ouais. Avec Bill Murray. Pour moi, ce film est la quintessence de l'évolution de la conscience. Voilà. Il est magnifique, on rigole, et on voit les phases par lesquelles on passe de désespoir, de plus rien à foutre, de j'ai envie de mourir, de me suicider, et puis ça recommence, et commencer à lâcher et de s'apercevoir que finalement, ce qui nous fait nous sentir humains, c'est d'être en lien avec les autres et d'être dans l'attention, entre guillemets, à tout ce qui vit, d'être un bon jardinier vis-à-vis des plantes que sont les autres, d'en prendre soin. Et l'amour, c'est ça, l'amour. C'est porter de l'attention à. Et l'amour est un choix d'instant en instant
de continuer ou pas à porter attention à l'objet de notre attention. Que ce soit quelqu'un qui parle, une plante, un bébé, un câlin, que sais-je. Voilà, Bill Murray, bien, super, quoi. J'adore ce film, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois. C'est un de mes films préférés, quoi. C'est un de mes films préférés aussi. Le mot que tu préfères? Je n'ai jamais réfléchi à la question. Et en réfléchissant, un mot qui serait intéressant, c'est paradoxe. Ce mot-là, pour moi, il fait écho à une vision, tu sais, la vision tétravalente, qui en fait unit les opposés. C'est paradoxe, pour moi, c'est avoir une vision fractale, holographique. On ne peut pas de comprendre en fait que c'est ce que nous sommes. Nous sommes paradoxes. C'est pas qu'on est soit l'un, soit l'autre. On est plus que la somme des parties. Okay. Paradoxe, j'aime bien. C'est un côté titillé. On est des êtres paradoxaux. Un mot que tu détestes? Oh putain, t'es dur, là. J'en ai pas. C'est OK aussi. Non, j'en ai pas. Ta drogue favorite, au sens large du terme? La nourriture. C'est là où j'ai le plus de jouissance. Bah, si tu devais choisir un aliment ou une boisson? J'ai une connexion très forte avec l'Asie. Et j'ai une de mes vies, là, ailleurs, dans un autre espace-temps, avec le Japon. Donc, bon. En tant qu'Européen, j'aime beaucoup la cuisine française. Franchement, je me régale. Et puis, mon père, il était un cuisinier hors pair. Donc, on mangeait mieux à la maison certains week-ends qu'en allant au restaurant, pour te dire. Tu vois, même le couscous. Le couscous, que c'est une tuerie, quoi. Donc, en fait, ce que j'aime dans la cuisine, c'est la diversité et la capacité de créativité de la cuisine. À quel point on peut créer des saveurs, des textures, des trucs, mais c'est incroyable pour le corps. Je trouve ça, de pouvoir ressentir ça, voilà. Et il est vrai que j'ai une prédilection pour la cuisine asiatique. Alors, pas forcément japonaise, mais ça peut être indonésienne ou autre. Alors, tu vois la différence, alors peut-être que tu connais ça, toi, en Guadeloupe, mais en Asie, par exemple en Indonésie, ils sont toujours en train de grignoter. Tout le long de la journée. Ils ne font pas vraiment de vrais repas. Ils ont plein de petits trucs sur la route, dans la rue, et puis ils prennent des petits trucs, et puis voilà, c'est comme ça toute la journée. Et voilà, je kiffe ce genre de petits trucs, quoi. J'adore les sushis, j'adore les plats préférés, j'en ai plein, quoi. Et même la cuisine française, mais j'ai une prédilection quand même pour l'Asie. Voilà. J'irais souvent au resto asiatique, il n'y en a pas trop par chez moi, mais j'irais si je pouvais. Bon, en plus, c'est fermé maintenant, mais une prédilection pour ce genre de cuisine. Je trouve très. Tu vois, quand je vois la cuisine indienne, c'est d'une finesse, c'est raffiné, tout est haché menu, tu as
des proportions, d'une saveur, d'une complexité qui est incroyable, incroyable. Je suis sur le cul quand je vois ça. Je suis amoureux de l'amour qu'ils donnent dans leur plat, quoi. De mélanger le sucré salé, et puis j'aime le côté épicé. Voilà, ça me fait kiffer, quoi. Donc ouais, c'est vraiment la richesse et la diversité de la cuisine. Ça, j'adore. Tu veux me faire plaisir, tu m'invites à manger. Ouais, si on avait fait l'interview en présentiel, je t'aurais invité à un resto asiatique. Ah ouais. Donc, à Ouais. l'occasion, avec plaisir. Ouais, écoute, hein, qui sait. Alors, tu y as, en fait, là, je te fais un peu le listing que je fais de questions un peu perso à la fin des interviews. Tu y as déjà répondu à celle-là, mais je te la repose. Si tu devais mourir demain, et je te le souhaite pas, est-ce que tu serais satisfait de ta vie? Carrément. Ça m'est arrivé plusieurs fois, j'ai failli mourir plusieurs fois, et à chaque fois, ça a été ouais, très bien, super, on y va. Et notamment pour la petite histoire, une fois, tu vas te marrer. Et je suis parti à une des sources du Gange, donc, au pied de l'Himalaya. Et on est allé sur donc un des glaciers. Il y en a deux ou trois glaciers, je crois. Un des glaciers, d'ailleurs, je pense que c'est celui où il y a eu la catastrophe en Inde là, récemment, un barrage qui a cédé, un bout de glacier qui est parti. Je crois que c'était celui-là. Et, et donc, on cherchait, on nous avait dit qu'il y avait une petite cabane tenue par un ermite. Alors, tu as le glacier qui est dans son lit, et puis en haut du glacier, bah, c'est plat, hein, donc tu as la cuvette, et voilà. Et donc, sur le glacier, on a marché, et puis on cherchait l'endroit où se trouvait la cabane. On était avec un Français et un pote, un Français de 58, enfin 58 ans, une cinquantaine d'années. Il était déjà venu quand il avait la vingtaine ou la trentaine, je ne sais plus. Bref, il savait que c'était par là. Bref, on marche toute la journée avec le sac à dos, j'en pouvais plus. Et puis à la fin de la journée, j'ai dit, mais cassé. Et on ne trouvait pas l'endroit. Et à un moment donné, on voit une file indienne tout au loin, au bord du glacier. Et on voit que c'est des gens qui montent sur le plateau. Et on se dit, tiens, ça doit être là que se trouve le. Et on avait marché trop loin. Donc on était au milieu du glacier en même temps. Alors on revient en arrière. Et puis on voit la file indienne qui monte. Puis c'était sur une pente de, je sais pas, de 80 degrés, quoi. Avec le sac à dos, marcher toute la journée sur un glacier, on n'était pas habillé pour, j'en pouvais plus, j'étais mais lessivé. Sauf que le temps commençait à changer et que en Himalaya, quand le temps change, faut mieux pas rester là où tu es, quoi, trop dangereux. En plus, on avait averti personne vraiment, enfin bref, on n'avait pas les chaussures, pas l'équipement, enfin, on a été un peu à la one again. Bref, on commence à monter le long du glacier. Et avec l'altitude, on manquait d'oxygène, donc on faisait 2 mètres à peine, s'arrêtait, prenait la respiration et on continuait à monter. Il y avait peut-être une centaine de mètres à monter comme ça. Et à un moment donné, mais j'en pouvais plus. Et j'étais contre la paroi avec mon sac. Je me suis dit, putain, si je venais à tomber là, je m'en fous, quoi, je serais heureux. Je veux dire, franchement, mourir dans ces conditions-là, j'ai vécu mon rêve, c'est génial, je m'en fous. Et y avait du vent qui sifflait. Et puis je sens que mes mains commencent à partir, à lâcher, quoi, partir en arrière. Et il y a une rafale de vent qui m'est revenue me replaquer contre la La paroi, quoi. paroi. Et, et j'ai continué à monter. Et au moment où j'arrive au sommet du plateau du lit du glacier, il se met à neiger. Truc magique. Enfin voilà, c'est pour la petite histoire. Ça aurait pu être ce jour-là, mais non. Donc tout ça pour dire que ouais, je regrette rien de ma vie. Je suis très heureux de ce parcours que j'ai eu. Mm. Et une dernière question. C'est quoi Dieu pour toi? C'est tout ce qui est. Donc c'est rien. Voilà. C'est déjà ici et maintenant là. C'est là où je peux en faire l'expérience. Bah, Dieu est ici et maintenant. Il se manifeste à l'extérieur et à l'intérieur de moi. Il me parle continuellement. Donc, je peux dialoguer avec l'oiseau, avec la plante, avec mon bureau, avec toi, avec ce qui se passe autour de moi, avec ma cigarette. Merci. Merci le tabac. Bref, Dieu,
il est là en permanence. Sans lui, il n'y aurait rien. Et en même temps, le rien en question, il est tout à travers le monde de la forme. Et d'être conscient de ça et de dire qu'il ne nous a jamais quittés, qu'il nous parle continuellement. Donc, mettons la tête de côté et puis observons la beauté de la magie en train d'opérer autour de nous et en nous. Ça reprend le paradoxe dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Merci Laurent. Bah, je t'en prie, Charbel, merci de tes questions, merci de ton écoute. Merci de ta posture d'accueil. Merci. En tout cas, moi, ces émissions, je les ai faites pour rien, sous les conseils de mon frère, où l'année dernière, j'avais cette impulsion de vouloir faire quelque chose en ligne, et j'avais écrit un petit bouquin et une formation. Il m'a dit, arrête de vouloir vendre des trucs aux gens. Il m'a dit, juste fais ce que tu as envie de faire. Et je lui ai dit, OK. Et j'ai commencé à faire ces émissions, et pour rien. Et c'est cool de faire les choses pour rien, parce que c'est comme ça qu'en général, on prend le plus de plaisir. C'est clair. Donc, merci à toi de l'avoir souligné encore aujourd'hui. Bah, je t'en prie. Puis, écoute, qui sait, hein, au plaisir de se voir en réel et Plaisir. de partager une bonne bouffe. Asiatique. Ouais. Bah, bon week-end à toi. À toi Profite bien. aussi. À Salut. bientôt. Bye bye.